mon premier cri, c'est ma faute, quoi. Comment survivre à la mort de son enfant? Je suis allée voir et j'ai vu qu'il était dans la même position, exactement la même position que la veille, quand il s'était laissé tomber sur son lit. Ce matin-là, Artaud, le fils d'Hélène Risser, ne s'est jamais réveillé. Il avait 21 ans. Mais comment peut-on vivre en pensant tous les jours, plusieurs fois par jour, à son enfant qui est mort? Je me disais, mais c'est pas possible. Entre vous et moi, la douleur de cette mère est un cri d'amour. Il témoigne de la résilience des vivants à continuer le chemin, à puiser la force de l'aimer malgré tout, cette vie, même après Artaud. Oui, ne pas oublier les vivants. Exactement, oui, c'est exactement ça, parce qu'au début, on a un peu tendance à les oublier. Bonjour à vous, quelle joie de vous savoir toujours plus nombreux sur Entre vous et moi. Merci de liker, de vous abonner, de nous laisser un petit message sur notre chaîne YouTube Entre vous et moi. Et évidemment, toutes ces interviews, vous pouvez les découvrir en podcast sur vos plateformes préférées. Merci. Bonjour Hélène Risser. Bonjour. C'est une joie de te recevoir. Nous sommes toutes les deux journalistes. C'est vrai qu'on dit facilement tu dans la profession. Et puis c'est venu aussi naturellement, donc tu. Nous avons en commun, malheureusement, le mot deuil. On ne porte pas tous les mêmes morts. On a chacun son chemin et on trouve la lumière chacun en soi. Et la raison pour laquelle je t'invite, c'est que au-delà de ton histoire, de ton deuil, dont on va évidemment parler avec la sortie de ce magnifique et épouvantable livre, c'est ta lumière qui m'intéresse. La lumière qui fait qu'aujourd'hui, tu es là, face à moi. C'est qui Artaud? Artaud, c'est mon fils. Voilà, c'est un prénom assez original d'ailleurs. Antonin, pas le même. Hein. Voilà, alors Antonin Artaud, il n'y a pas de H, Voilà, mais le j'aimais poète. beaucoup Antonin Artaud. Et puis j'aimais la sonorité, et c'est une petite anecdote, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir après le décès de mon fils. C'est que parce qu'Artaud, l'écrivain, a eu un destin quand même assez tragique, et donc j'avais rajouté un H, alors qu'il existe, hein, Artaud avec un H, et je me disais, voilà, ça va le libérer d'une éventuelle malédiction, mais bon, ça n'a pas fonctionné, si tant est, voilà. Après Artaud, c'est donc ta lente et courageuse remontée après la mort de ton fils de 21 ans. Si tu veux bien, on va remonter un petit peu avant. C'est important que vous sachiez qui était ce garçon et sa courageuse maman. Tu écris La mort est tabou. Ça fait zapper à la télé que c'est vrai. Ne parlons surtout pas de la mort parce que forcément on n'a pas envie de l'entendre et pourtant elle est là au bout du chemin. Elle arrive quelquefois trop tôt, cette putain de mort. Mais en tous les cas, trouver et donner du sens à ce qui n'en a pas, c'est aussi ce que tu as écrit dans ces lignes. Tu dis d'Artaud, cet être paradoxal, si noir et si lumineux. C'est lui? Oui. Alors j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, quand tu m'as lancé sur mon fils, je suis partie sur le prénom, voilà, parce que c'est dur de parler de mon fils en fait. J'ai écrit ce livre, qui est un livre au fait sur mon deuil. Et je parle de mon fils, hein, mais c'est par petits bouts, parce que voilà, parler de mon fils, ça reste très douloureux. Donc effectivement, il était noir, assez sombre et en même temps très lumineux. J'ai beaucoup de souvenirs évidemment, même si certains me sont un peu difficiles d'accès aujourd'hui, parce que voilà, quand on a un deuil assez brutal, il peut y avoir une forme d'amnésie, hein, des souvenirs qui sont enfermés dans une boîte. Mais voilà, c'est vrai que je trouve ça bien de reprendre les mots du livre, parce que c'est difficile pour moi d'en parler comme ça de manière spontanée en fait. Artaud, c'était la vie, parce que la vie, elle est noire et douloureuse aussi. Noire et lumineuse aussi. Et je pense aussi que ce sont les vivants qui permettent aux morts de survivre et d'exister. Donc on est là aussi pour le maintenir vivant, Artaud. Et tous ceux qui nous ont quittés aussi. Perdre un enfant est le pire qui puisse nous arriver, ce sont les mots de ton papa, qui était psychiatre de profession, quand tu lui as annoncé
la mort d'Artaud, c'est ce qu'on va essayer de comprendre et comment on peut vivre avec l'invivable. Que s'est-il passé, Hélène, ce mardi soir en rentrant chez toi après un dîner? Il est près de minuit. Nous sommes le 23 mars 2022. Ouais, on est le 22 au soir, puisqu'il est mort le 23. Je vais rester dans les faits. J'ai vu mon fils, qui avait l'air dans un état à peu près normal. Voilà. Je lui ai demandé s'il avait bu, je lui ai demandé s'il avait fumé, je lui ai demandé... Bon, il avait des problèmes d'addiction, donc il était censé être dans une tentative d'arrêt. Et rétrospectivement, on sait souvent d'ailleurs que c'est des moments où les gens sont particulièrement fragiles, dans ces moments de tentative d'arrêt. Même de toute façon, ils auraient été à la catastrophe s'ils continuaient. Enfin bon, voilà. Et justement, je savais qu'il y avait un gros sujet autour de ces addictions et puis de comment s'en sortir. Mais là, il paraissait, on va dire, dans un état qui n'était pas inquiétant. Moi, je suis rentrée d'un dîner, justement, j'avais parlé de lui. Je m'étais posé plein de questions sur comment l'aider. Et voilà, je le vois, il avait l'air fatigué, il a mangé. Et puis, il était déjà tard. Un enfant de 21 ans, on ne le met pas au lit, bien sûr, mais vu qu'on avait quand même un vrai combat à mener, c'est vrai que voilà, je ne voulais pas le laisser traîner dans la maison trop tard, etc. Donc je savais que le lendemain, il y aurait des choses à décider, à réentreprendre. Et donc j'ai vu qu'il était un peu peut-être un peu titubé, mais rien d'inquiétant. Enfin, et je l'ai vu se coucher. En fait, je l'ai vu se coucher, et quand il s'est couché, je me suis dit, bon, ouf, voilà, il est couché, maintenant on pense à demain, quoi. Et je suis allée me coucher. Et le lendemain matin, je me rappelle, j'écoutais la chronique de Thomas Legrand sur France Inter, et je sais pas, j'ai eu un moment je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir comment ça va. Et je suis allée voir et j'ai vu qu'il était dans la même position, exactement la même position que la veille, quand il s'était laissé tomber sur son lit, comme ça, de face. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai essayé de le réveiller, il ne bougeait pas. Mais j'ai vu qu'il était chaud. Enfin, il y a un truc, je me suis dit, oh non, mais ça va. Enfin, je pense que dans ces instants-là, j'ai pas mal repensé après, parce que je pense qu'on ne peut pas imaginer que la personne soit morte. On ne peut pas imaginer. Mon fils, c'était un jeune homme, certes, il ne menait pas un mode de vie hyper sain, mais on ne peut pas imaginer que quelqu'un de 21 ans, comme ça, meurt subitement. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, j'appelle mon compagnon, ma fille arrive, le chien arrive dans la chambre, enfin bon, je renvoie ma fille et le chien dans la cuisine, je mets des baffes à mon fils, enfin bon, et puis voilà, puis je vais chercher, puis on appelle les secours, mon compagnon commence à lui faire un massage cardiaque, je descends, je monte les escaliers, je vais chercher les pompiers, enfin voilà, je me démène en me disant, je suis utile, je fais des choses, j'agis, parce que dans ces cas-là, je pense qu'on a besoin d'agir, et c'est comme ça que la pensée, on arrête de penser. Et quand le SMUR est arrivé, au bout de quelques minutes, même pas... Bon, voilà, ils nous ont dit que notre fils était décédé et que c'était probablement arrivé plusieurs heures auparavant. Voilà, et donc là, c'est un effondrement, mais vraiment, je pense que c'est à cet instant-là que j'ai compris ce que ça voulait dire effondrement, quoi. C'est-à-dire que toutes les structures se cassent, tout ce qui me faisait tenir debout, on va dire, les forces, c'est comme si ce qui tenait mon cerveau, la charpente de mon corps s'effondre. Et mon premier cri, c'est ma faute, quoi. C'est ma faute, je suis coupable, parce que... alors la mort des enfants, enfin,
pense que la mort, ça renvoie toujours à la culpabilité. La mort d'un enfant, ça renvoie à une énorme culpabilité. La mort d'un enfant dans la maison, une énorme culpabilité. La mort de son enfant, quand on l'a vu la veille au soir et qu'on n'a pas deviné qu'il allait mourir, c'est une culpabilité, mais monstrueuse. Et forcément, ben, si l'enfant meurt, si ça se passe mal, et ben, on endosse aussi voilà, cette culpabilité qui est liée à cette conviction qu'on va pouvoir faire des choses, qu'on va être puissante en fait par rapport à nos enfants. Et donc voilà, et donc là je me suis littéralement effondrée. J'ai une image, enfin moi qui m'a frappée, enfin me concernant, hein, je pense qu'on ne réagit pas tous pareil, mais c'est qu'en même temps je suis effondrée, il y a une espèce de blackout, et en même temps il y a des choses très concrètes qui tout à coup sur lesquelles je me fixe. Les chaussures des pompiers, je suis couchée par terre, je vois les bottes des pompiers, je vois le mur, je me dis bah, ça y est, c'est l'explosion dans mon salon, c'est le moment où la guerre en Ukraine démarre, hein, c'est début, c'est mars 2022, et j'ai l'impression que voilà, c'est l'Ukraine, mais dans les explosions, la guerre, mais dans un intérieur qui n'en porte pas les traces. Donc il y a ma guerre intérieure, et puis dans ce salon qui n'a pas changé. Et donc voilà, j'ai comme ça quelques images qui s'impriment en moi, qui vont rester d'ailleurs assez longtemps, qui d'ailleurs vont à un moment effacer les souvenirs. Finalement, c'est comme s'il y avait un nouveau départ, quoi. Pendant des mois, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les souvenirs d'avant, parce que c'est tellement violent, c'est tellement douloureux aussi de repenser à l'avant, que ces images de ces moments-là vont comme effacer les autres pendant des mois et des mois. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vrai que par moments, quand je repense à mon fils, c'est d'abord ces images que j'ai. Les autres, elles sont enfouies plus douloureusement aussi, parce que la culpabilité, elle est encore toujours un peu là. Même si j'ai beaucoup lutté contre, mais ça, voilà, ça c'est... L'histoire du baiser qui apaise, le baiser quand nos enfants avaient mal et qu'on leur faisait un baiser en disant « tu verras, ça va aller ». Peut-être que là, Artaud t'a donné sa première leçon, c'est qu'une maman n'est pas surpuissante, une maman n'est pas sauveuse, et qu'à 21 ans, il a aussi décidé de mener sa vie. C'est ce qu'on va découvrir aussi. La lectrice que je suis, la mère que je suis aussi, a eu énormément de mal à lire ce livre, évidemment, parce qu'il y a évidemment un miroir dans tes mots. Et évidemment que au fur et à mesure où on lit le livre, on ne sait pas de quoi Artaud est mort, et c'est la question que tout le monde se pose. Et on l'apprend à la toute fin du livre, comme justement pour éloigner le verdict final. Pourquoi est-ce si dur pour toi de regarder ce fameux rapport d'autopsie, d'oser affronter les raisons de sa mort? C'est les mystères de l'être humain. Mon compagnon, enfin le père de mon fils, s'est tout de suite plongé là-dedans. Hein. Voilà, d'ailleurs, il avait contacté un avocat pour éventuellement savoir si on allait faire tel ou tel recours, telle ou telle chose, enfin telle ou telle démarche. Enfin voilà, lui, il avait besoin de comprendre, il avait besoin de savoir. Mais il est journaliste aussi, on va dire voilà, il est devenu enquêteur, on va dire, au moins pendant quelques temps. Moi, c'était exactement l'inverse, parce que, d'ailleurs, le livre, quand j'ai commencé à écrire, justement, pour moi, le projet est d'écrire sur le deuil, hein, c'est d'écrire sur comment on fait pour survivre avec ça. Et me mettre dans les pas de ceux qui ont survécu, puisque voilà, j'ai constaté qu'on survivait, donc comment on fait? Comment on fait? C'est vraiment une question très simple, hein, et je pense que c'est une question que se posent beaucoup de gens dans les deuils, même dans des deuils moi j'ai connu des gens qui ont perdu leurs parents, pourtant dans l'ordre des choses, et ça a été des souffrances terribles, hein, donc voilà, je pense que c'est une question pour le coup très universelle. Et donc au départ j'ai commencé à écrire pour ça, pour essayer d'apprivoiser justement, comme tu disais, cette souffrance, comprendre, continuer à apprendre. Donc c'est vraiment ça ma démarche.
Et la question des causes de la mort, pour moi, elle renvoie à la culpabilité, parce qu'effectivement, si mon fils meurt au départ, l'explication, la cause, c'est moi. Ça peut paraître étrange, surtout effectivement quand c'est un enfant, entre guillemets, qui a 21 ans, voilà, mais m'intéresser aux causes de la mort de mon fils, en fait, c'est pas possible, puisque pour moi, dans mon fort intérieur, hein, c'est ma culpabilité, en fait, qui prend toute la place. Et qui, donc, du coup, écrase le reste. Et donc, c'est en écrivant, au fur et à mesure de l'écriture, que je vais me confronter petit à petit à ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que je l'évoque à la fin du livre, parce que je me dis, tu ne peux pas finir ce livre sans quand même, à un moment, te confronter un peu aux choses. Et je me demande si je n'avais pas écrit ce livre, si à un moment, j'aurais regardé les courriers de l'examen du corps. C'est le livre qui m'a presque obligée à le faire, parce que j'étais dans une démarche où je ne pouvais pas laisser ça complètement de côté. Tu sèmes des petits cailloux sur le chemin. Tu parles du chien Doobie. Doobie. Que tu as accueilli à la maison quand Arto avait 14 ans. Et Doobie, ça veut dire un joint en anglais, en argot. Donc on sent que Arto a découvert ça. Tu évoques son séjour en Irlande, dont il est revenu transformé. Tu as même dit « je n'aurais jamais dû le laisser partir en Irlande ». Quand tu dis que tu es une mère coupable, tu parles de la culpabilité comme cette mère déchaînée, M-E-R. Moi, j'y vois une mère déchaînée, M-E accent grave R-E. Il est mort de quoi, Arto ? J'évoque des pistes, mais c'est comme si c'est plus pour cocher les cases, pour dire voilà, je les ai en tête, et je me reconfronte à elles, mais je ne pense pas que ce séjour en Irlande ait été déterminant. Mais je ne peux pas ne pas me poser la question. Voilà, En fait, c'est ça qui est terrible, c'est ces questions permanentes où on sait qu'on n'aura jamais une réponse définitive, qu'on n'a pas à un moment une réponse. Chaque réponse a vocation à être remise en question, même quand c'est la réponse. Voilà, la réponse la plus objective. Il est mort de quoi, Arto ? Mais j'ai vraiment du mal à répondre. Parce que d'ailleurs, j'ai rejoint un groupe de parents endeuillés. Groupe de parole, groupe d'entraide, parce que c'est très important d'échanger avec des gens qui ont vécu ce deuil, surtout au début, où on a beaucoup de mal à mettre des mots, beaucoup de mal à comprendre ce qui nous arrive. Et on m'a demandé, pareil, de quoi est mort votre enfant ? Je me dis, de quoi il est mort ? Oui, la cause, alors je peux dire la cause, hein, il est mort d'un arrêt cardio-respiratoire. Ok, bon, mais un arrêt cardio-respiratoire, ça a des causes. Donc pourquoi on fait un arrêt cardio-respiratoire ? Tu l'écris un peu trop d'alcool, peut-être, un peu trop de médicaments. Oui. Cette saloperie de Subutex. Il sort d'un séjour de désintoxication. On l'a peut-être laissé trop vite sortir. Quand je te lis, j'ai l'impression que Arto portait en lui sa vie et ce qu'il voulait en faire, en fait. Et que, quelque temps avant son 21e anniversaire, tu lui as dit « je ne veux pas que ce soit le dernier ». Je lui ai dit, d'ailleurs il en avait parlé à ses amis, je lui ai dit « Arto, si tu continues », c'était pour ses 21 ans, je me rappelle très bien, j'étais en face de lui dans la cuisine, on allait acheter son cadeau d'anniversaire, avec lequel il est parti d'ailleurs, dans le cercueil. Et ça, j'aurais pas dû le dire. J'ai senti que c'était le mot de trop. Ouais. Ça, j'aurais pas dû le dire. Et donc, je lui ai dit, Arto, si tu continues comme ça, il n'y aura pas d'autre anniversaire. Et cette phrase, quand je l'ai dite, je voulais lui provoquer un déclic, en fait. Bien sûr. Je voulais poser le problème, quoi. Et donc, je lui ai dit, Arto, si tu continues comme ça, il n'y aura pas d'autre anniversaire. Mais pas un instant, j'y croyais. Mais alors, je suis contente rétrospectivement de l'avoir dit. Je suis contente rétrospectivement d'avoir pris cette mesure-là, mais en même temps, je ne l'imaginais pas. Mais je sentais bien qu'il y avait une urgence, je sentais bien qu'il y avait un danger, je sentais bien qu'il était, qu'il était dans un rapport à la vie qui devenait de plus en plus compliqué, quoi. Mais c'est intéressant parce que souvent, enfin, je fais une petite digression, mais
Forcément, maintenant, je suis très en alerte sur ces sujets. Alors, c'est une thématique aussi, le malaise des jeunes aujourd'hui. Est-ce que les jeunes vont plus mal? Est-ce que, bon... moi, j'ai l'impression que ce genre de tempérament aussi, ça a toujours existé. Il y a toujours eu, notamment, beaucoup de jeunes garçons qui ont ce rapport comme ça au risque, au danger, une espèce d'hypersensibilité, de difficulté à trouver sa place. Et forcément, c'est des personnalités qui vont avoir tendance à aller vers des, on va dire, vers des béquilles artificielles, voilà, ou vers des comportements à risque. Et donc, c'est aussi dans les causes tout ça qui se mélange, quoi. C'est-à-dire que par moment, je peux être tentée de dire, ben, l'addiction, c'est une maladie. Hein. Les gens qui ont des problèmes d'alcool, c'est une maladie. L'addiction au cannabis, c'est une maladie. Enfin voilà, moi j'ai grandi dans un hôpital psychiatrique. Mes parents étaient psychiatres, et donc j'habitais dans l'hôpital. Je veux dire, j'ai l'habitude d'entendre parler des addictions comme quand même au bout d'un moment une maladie, quoi. Ça doit se soigner. On n'a plus son libre arbitre face à une maladie. Mais en même temps, ce genre de comportement à risque, c'est pas une maladie. Voilà. Il y a aussi un désir de vivre de cette façon. Mon fils, il avait une appréhension de la vie. Il avait un désir de vivre très intensément les choses à chaque instant. Il était très tout le temps en mouvement, enfin depuis qu'il était tout petit, quoi, dans une grande curiosité, une grande vivacité, etc., une espèce d'hypersensibilité, voilà, il adorait questionner les adultes, les mettre en échec, des tout petits. Donc voilà, donc c'est vrai que dans les causes, on peut dire qu'il y a ces deux choses qui se rencontrent souvent, voilà, ce type de personnalité, ce type de comportement d'addiction qui deviennent des maladies. Et c'est là où la frontière, elle devient très compliquée. Et on peut le voir de plein de manières différentes. Et c'est ça aussi qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, j'ai besoin de mettre à distance aussi pour... voilà, Parler. Pour parler et puis pour voir les choses... voilà. Parce que suivant comment on le regarde, eh ben, c'est pas la même vérité. Et moi, je ne sais pas où est la vérité. Ta parole est indispensable. Et elle est utile et je pense qu'elle résonne parce que ce que tu penses et ce que tu as vécu, c'est aussi ce que les mères et les pères peuvent penser au quotidien face à la fragilité de l'adolescence et cette fin d'adolescence qu'Artaud vivait. L'adolescence se prolonge, hein, c'est ça. Aujourd'hui, à 21 ans, on est encore un peu dans l'adolescence. J'ai de la colère contre une époque où grandir signifie quitter la joie de l'enfance, si bien que certains s'enfuient dans le monde artificiel. Et ta parole est utile pour déculpabiliser les simples parents que nous sommes, en fait. Artaud savait où il allait. Artaud avait demandé à son ami de veiller sur sa sœur, quelque temps avant sa mort. Il avait enterré aussi sa grand-mère comme une grande répétition. Il la voulait joyeuse, cette cérémonie. Et un mois avant sa mort, il se fait tatouer ces mots sur l'avant-bras en espagnol. Rêve courageux, lui, qui s'appelle Artaud Courage. C'est son nom de famille. Je pense qu'Artaud avait peut-être pris en main son destin et aussi en a fait ce qu'il voulait. Est-ce que ça ne te déculpabilise pas un peu? Ben, c'est ce que les amis de mon fils qui m'ont beaucoup aidé, d'ailleurs je continue à les voir assez régulièrement, m'ont dit les premiers jours, hein, d'ailleurs, voilà, c'est exactement ça, voilà, il a mené la vie qu'il voulait mener. Et c'est vrai que sur le moment, ça m'a fait du bien, évidemment, il a mené la vie qu'il voulait mener. Après, est-ce que dans 10 ans ou 20 ans, il n'aurait pas eu envie de mener une autre vie s'il avait survécu? Donc c'est compliqué. Oui, il a mené la vie qu'il voulait vivre. Oui, il avait ce tempérament. Et ça ne se change pas, bien sûr. Mais je pense pas est-ce qu'il avait envie de mourir? Je pense que par moment, peut-être, sans doute. Mais je pense quand même qu'il aurait été... C'est là où il y a ma culpabilité, heureux de vivre. C'est ainsi. Il est parti à cet âge-là, ce jour-là. Et on ne refait pas
le film. Et tu ne veux surtout pas, toi, enfoncer ça au fond de ta poche et ne plus jamais sortir ce mouchoir-là. Il faut soigner ces blessures avant de les enfouir. Une existence se joue dans un drame. La mort fait partie de la vie. Depuis quand apprend-on aux enfants qu'ils sont de jeunes immortels? Depuis quand leur disons-nous qu'ils ne vont jamais mourir? C'est que dans les contes de fées, ça. Chaque année, 4 millions de personnes, 5% de Français font l'expérience du deuil. Très peu aujourd'hui en France en parlent. Encore une fois, ça fait zapper à la télé. Merci d'en parler et merci aussi de montrer à toutes ces familles endeuillées qu'on survit à ça. Et c'est là que s'enclenche ta lente et lumineuse remontée vers le soleil. Je suis un animal blessé à qui d'instinct les autres vont donner de la vie. Pas la vie, de la vie. Un peu d'élan de vie. Ça se passe comment quand on la ressent, ces shoots de vie remonter en soi? Au début, c'est le simple fait d'avoir les autres qui vous prennent dans leurs bras, qui vous... Voilà, c'est... Je fais un parallèle avec les animaux. Quand il y a un animal blessé, c'est par le contact que la meute lui transmet de l'énergie. Et moi, au début, je l'ai vraiment senti. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui suis du genre à me jeter dans les bras des gens, du tout. Mais là, waouh, c'était bon. J'en avais vraiment besoin. Donc, effectivement, il y a ces shoots qui viennent des autres. Enfin, il y a deux choses dans ce que tu as dit. Alors, je pense que les autres, c'est quand même la clé. Même si une partie du deuil reste intime, reste secrète, on ne peut pas parler de tout le temps. Et il y a des moments où on a besoin d'en parler, et puis il y a des moments où il faut garder les choses pour soi. Mais c'est quand même dans le rapport aux autres que tout se joue. Parce que d'une part, ne serait-ce quand on parle du deuil, quand on communique avec les autres, quand les autres voient votre peine ou pensent que vous allez mieux, que tout cela existe. Voilà, que tout cela devient, comme on dit, le deuil, c'est l'affaire des vivants. Voilà, exactement. Tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, très important. Et moi, comme j'ai dit, j'avais jamais réfléchi à ces sujets-là avant, mais tout de suite. Alors non, pas tout de suite, parce que d'abord, le premier réflexe, c'est quand on apprend le décès de notre fils. Moi, on m'emmène aux urgences à la Riboisière, parce que ça va pas du tout. Mon compagnon reste à la maison. J'ai envie de rester aux urgences le plus longtemps possible, dans cette espèce d'endroit un peu hors du temps, protégé, etc. Parce que j'ai une peur panique de retourner chez moi, de me reconfronter à ça. Finalement, je le fais. Et le soir même, on a les amis de mon fils, des amis, de la famille qui arrivent à la maison. Et mon premier réflexe, c'est « mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Pourquoi ? Mais qu'ils nous laissent, quoi !» Et très vite, effectivement, je comprends que c'est essentiel, et d'ailleurs dans toutes les traditions, dans toutes les religions, l'endeuillé, on le fait manger, on l'entoure, parce que c'est comme ça qu'il revient à la vie. On le remplit. On le remplit, voilà. C'est les fonctions vitales se remettent en marche, et donc on est dans la vie, quoi. Voilà. Et je pense que, au-delà de mon expérience, c'est quand même beaucoup par le rapport aux autres que tout se joue. Et justement, ce deuil qui fait zapper, cette mort qui fait zapper. Enfin, sauf quand la mort, c'est un crime dans un policier, des méchants, boum, boum, boum. Bon, alors là, la mort, ça devient autre chose. Mais effectivement, la tristesse, en fait, ça peut faire zapper. Ou alors, on peut tomber dans une forme peut-être de voyeurisme aussi. Ça, c'est l'autre option. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'être ni dans l'un, ni dans l'autre. Et moi, ce que j'avais envie de faire avec ce livre, alors tu dis qu'il est dur... sans doute, c'est sûr que je ne peux pas partir du point de vue... Enfin, je veux dire, avant de dire, OK, il y a quand même la vie, avant le quand même, il y a malheureusement la catastrophe. Mais je pense que partager... Enfin, pour moi, c'est d'ailleurs, en faisant ce livre, j'ai continué à apprendre et j'ai pu rester journaliste en disant, je mène une enquête intime, j'enquête sur moi, j'enquête sur ce qui m'arrive pour le partager avec les autres. Parce que je pense que tous ces gens qui zappent, comme je pouvais être tentée de le faire, alors je ne dis pas qu'ils en auront besoin un jour, parce que je ne souhaite pas aux gens de vivre les pires choses, mais de fait, le deuil, ça fait partie de la vie. On a tous autour de nous des gens qui ont connu des deuils. Enfin voilà, je trouve que c'est un sujet qui est universel, et c'est quand même étrange qu'on s'intéresse à tout, sauf à ces questions-là, parce qu'elles nous font peur.
Mais les guerres aussi, ça nous fait peur, on s'y intéresse. Enfin voilà, là c'est le processus d'identification. On se dit, on voit la personne, on s'identifie à elle et il y a une espèce de panique et qui, je pense, est très contemporaine. Parce que maintenant, je m'intéresse pas mal au sujet du deuil, je rattrape mon retard sur la thématique, mais à une époque où les deuils étaient plus fréquents, où les parents perdaient malheureusement plus souvent leurs enfants, où il y avait des veuves plus jeunes, des veuves de femmes mortes en couche, etc. Je veux dire, la question de la mort, elle était de fait beaucoup moins taboue. Et aujourd'hui, on l'a complètement mise de côté pour effectivement vivre un peu en immortel, entretenir cette espèce de fiction. Et je trouve quand même que c'est dommage, enfin c'est triste d'être dans une société où on est aussi désarçonné face à la mort et où on est finalement aussi loin de cette chose essentielle. Et en plus, je pense qu'il y a un truc aussi très générationnel. Dans la génération de nos parents, les boomers, tout ce qui était lié au rituel et à la mort, c'était la religion. Comme si on avait besoin de la religion pour s'intéresser à la mort. Et donc, tout ce qui est obsèques, rituels, funérailles, tout ça, ça a un peu disparu dès les années 60, en fait. Et nous, on a grandi dans ce monde, enfin, nous, on est le produit de ça, on a grandi dans ce monde, quand même, où on a foi dans le progrès, et où finalement, la mort, on la repousse de plus en plus loin. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est du coup complètement désarçonnés. Et moi, je vois les copains de mon fils, ma fille, parce que j'ai une fille, ils avaient besoin de rituels, ils avaient besoin de choses. Et moi, j'ai essayé de réinventer. Alors, j'ai pas inventé une religion, mais j'ai inventé des petits rituels pour justement qu'on se retrouve. Et je pense que ça leur fait du bien. D'ailleurs, on continue, ça leur a fait du bien. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a pris des distances avec la religion que l'être humain n'a pas besoin de rituels. La vie, au-delà de la mort, tu l'écris. On reste chez les vivants après cette catastrophe. Et Antoine, l'un des amis d'Artaud, qui termine son texte à l'église et qui écrit « Je n'ai jamais eu autant envie de vivre qu'aujourd'hui ». Je trouve que ce livre est un hymne à la vie et moi j'y ai entendu la voix d'Artaud qui finalement te dit, vous dit, nous dit « Vivez maintenant, pas demain ni hier, vivez maintenant ». Ce ne serait pas ça le début du petit message qu'il essaie aussi de te faire comprendre? Si c'est ça, il a réussi. Bravo Artaud. Comme Bravo. je le disais. Voilà. Peut-être. Oui, je pense qu'Artaud, il vivait beaucoup dans le présent et avec des choses d'ailleurs, des belles réactions, quoi, des choses vraiment assez admirables. Donc si c'est ça, franchement, c'est un beau message. Merci de l'avoir. C'est toi qui l'écris. Si Ouais. puissante est la mort, elle n'écrase pas tout, parce que Faustine, sa sœur, est là. Faustine, elle passait le bac, elle a eu son bac. Faustine, elle préparait ses concours, et aujourd'hui, elle poursuit sa route. Accueillir le chagrin et se concentrer sur ceux qui restent et qui sont vivants, c'est ça aussi? Oui, tout à fait. C'est sûr que oui, se concentrer. Alors les autres enfants, c'est sûr quand on a la chance, parce que c'est sûr que tous les parents qui perdent un enfant n'ont pas cette chance-là. Toutes les personnes qui vivent un grand deuil n'ont pas forcément d'autres personnes qu'elles aiment autour d'elles. Mais oui, c'est Ne ça pas aussi. oublier les vivants. Oui, ne pas oublier les vivants. Exactement, oui, c'est exactement ça, parce qu'au début, on a un peu tendance à les oublier. Et ça, c'est vrai que c'est très important de penser à eux. Et d'ailleurs aussi, je parle toujours des premiers instants, mais au quotidien, ne pas oublier les autres et rester... Non, mais ça peut faire un peu de tarte, hein, mais j'en ai parfaitement conscience, mais de se dire, que non. D'essayer d'être un peu bienveillant avec les autres. Ça ne m'empêche pas d'avoir parfois un peu de cynisme, de gueuler. Voilà, l'humour, la dérision, etc. Évidemment, hein, ça reste très très important. Mais oui, d'être un peu bienveillant. Et je pense que d'ailleurs, justement, j'ai observé auprès de pas mal de parents endeuillés, évidemment la colère, parce que moi j'avais parlé beaucoup de la culpabilité, c'est la colère contre moi, la colère contre les autres, elle est aussi souvent très présente hein, dans les phases de deuil. Voilà, et qu'il faut essayer de, un peu poser les armes, quoi, et d'essayer de... Enfin, c'est ce que je disais, de partager, puis d'essayer d'être un peu bienveillant, un
un peu dans l'instant, un peu dans les belles choses dont on peut disposer. Je pense que oui, si on a réussi ça, on aurait écouté Artaud. Puisque la mort fait partie de la vie, puisque de toute manière, on y va tous, que certains y vont plutôt que d'autres, j'ai lu dans ton livre que tu essayais de donner un sens à ce qui n'en a pas. C'est aussi mon chemin. Et tu écris « Tirer une leçon qui puisse donner un sens au destin de l'enfant enfermé dans cette boîte ». Est-ce que tu arrives aujourd'hui à commencer à trouver le début du début d'un sens à la mort d'Artaud? Le sens, ça c'est une question qui pour moi est extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui mérite? Qu'est-ce qui mérite et en même temps, je reconnais qu'il y a plein de choses à faire. Hein. Sans doute, il y a plein de choses à faire pour que le monde aille mieux. Mais à l'aune de ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et puis avec mes capacités, avec ce que je porte encore, par moments ma fatigue, quand même mon besoin par moments d'être un peu quand même, un peu de me protéger un peu. C'est vrai aussi, ça c'est quelque chose qui est pour moi important. Enfin, je sens que j'ai besoin de me protéger de certaines duretés du monde, notamment du monde professionnel. Je ne sais pas, je n'ai pas encore la réponse. Il va t'aider. Il va cheminer aussi avec toi. Ici, maintenant, là, quel est ton mot préféré? Je dirais comme ça, là, spontanément, je dirais partage. Celui que tu détestes? Peur. Ton gros mot préféré? Alors, c'est quoi un gros mot? Un très très gros mot. Zapette. Non, j'en sais rien. C'est vrai. C'est pas joli du tout, ça. Hein. La chanson que tu aimes? Alors, je vais répondre en rendant hommage à mon fils. Mon fils faisait de la musique. Et il composait assez bien. Bon, après, il n'a pas forcément été au bout de tout. Donc, on va dire que c'est ce morceau. Sa composition à lui? Ouais, sa composition à lui, ouais. Alors, il ne chante pas, c'est de la musique, mais on va dire que ça rentre dans la case. Que dirais-tu à Artaud, là, maintenant, puisque c'est lui qui nous réunit? Oui, c'est vrai. Eh bien, je dirais, mais je te le dirai aussi à toi et aux gens qui nous regardent, c'est quelque chose que j'ai mis pas mal de temps à comprendre et je pense que je le comprendrai mieux dans quelques années. Mais je pense que si douloureuse soit-elle, la perte d'un enfant, donc la perte d'Artaud, eh bien, elle permet de vivre des moments qu'on n'aurait pas vécu par ailleurs. C'est terrible de le dire, évidemment, mais oui, je dirais à Artaud que quand même, malgré tout, je m'en sors pas si mal. Et je pense que ce sera important pour lui parce que j'arrive quand même parce que je suis devenue un peu différente. Peut-être j'ai progressé sur certains chemins et que j'arrive à partager des choses. Voilà. Bon, vraiment bravo, elle a réussi à m'émouvoir terriblement. En tout cas, il est là. Il est là. Et c'est grâce à toi. Merci infiniment. Merci infiniment. Hey, elle va me faire pleurer. Comme ça, non? Snouf, snouf. Merci infiniment. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.